Expansive et coûteuse. Une opération à la Empire Building ou à la création d'un nouvel ordre commercial mondial. Il ne s'agit pas d'un programme pour asseoir la domination de la Chine, mais plutôt un programme de collaboration entre la Chine et d'autres pays. De la Chine à l'Europe, en passant par l'Asie centrale, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, sur terre et sur mer, il s'étend jusqu'à certains des territoires économiques les plus inexplorés du monde. L'infrastructure est un secteur à risque. On n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Un projet qui, une fois achevé, aura coûté des milliers de milliards de dollars à la Chine et ses partenaires. Ces pays ont besoin d'infrastructures. Au final, tout dépendra de l'argent disponible. L'autoroute commerciale de la Chine. Bonjour, je suis Stephen Engel. Bienvenue dans cet aperçu de l'évolution économique de la plus ancienne civilisation du monde. Une nouvelle dynastie établie à Pékin sur les fondations d'un projet appelé Initiative Route et Ceinture. Les trains rapides sont l'un des symboles de la Chine moderne, de même que le rythme auquel sont construits les réseaux. La vitesse maximale d'un train est de plus de 300 km/h. À tort ou à raison, pour certains, c'est le reflet des ambitions de la Chine dans le cadre de cette initiative. Contrairement à ce que certains pensent à tort, ce n'est pas un programme pour asseoir la domination de la Chine, mais plutôt une sorte de coopération avec d'autres pays, des institutions financières internationales et des banques multilatérales de développement. Malheureusement, certaines personnes y ont vu un moyen de la Chine pour tirer parti et promouvoir ses propres intérêts. Rien n'est plus faux. Les avis sur la Chine sont souvent mitigés. La Chine a réussi à se forger un énorme capital sympathie en construisant des infrastructures pour des pays désespérément en quête de meilleurs réseaux ferroviaires et routiers. Notamment les petites et les moyennes économies pour lesquelles de telles infrastructures ne sont pas évidentes à mettre en place. Parallèlement, cela soulève aussi des inquiétudes et l'un des refrains qui revient fréquemment, partout, est celui des entreprises chinoises qui ressortent toujours gagnantes. Au cours des 15 prochaines années, le monde investira près de 90 milliards de dollars dans les infrastructures, principalement dans les pays émergents et en développement. Malgré l'importance de cette somme, elle ne représente que quelques pourcents, voire moins, des investissements mondiaux dans ce secteur, soit 3, 4 ou 5% en Asie. Ce qui est considérable, mais compte tenu le contexte de l'investissement dans les infrastructures, il ne faut pas exagérer les choses. La Chine recherche simplement à faire revivre l'ancienne route de la soie avec des infrastructures modernes, des corridors économiques, par route et par rail, ainsi que relier les principaux ports, secs et humides, à une route maritime de la soie qui fait le tour de la Chine. Mais la réalité est bien plus complexe. Sur 86 pays, il m'est très difficile de dire lequel ne fait pas partie de l'initiative dite « la ceinture et la route ». Habituellement, lorsque nous pensons à la route maritime de la soie, elle est orientée vers l'ouest. Mais compte tenu de l'intensification des relations entre l'Asie et l'Amérique latine, elle pourrait être vers l'est ou vers le sud-ouest de l'Afrique. Il s'agit d'un effort visant à promouvoir l'intégration régionale et mondiale. Au départ, il s'agissait d'une politique unilatérale axée sur les infrastructures et la réduction de l'offre excédentaire au niveau national. Mais elle a bien évolué depuis. Un écosystème croissant a émergé autour de ces projets d'infrastructures. De plus en plus d'entreprises chinoises, publiques et privées, cherchent à y prendre part. Pas seulement par rapport à la ceinture et la route, mais tout simplement parce que les opportunités commerciales qui découlent du financement de ce secteur commencent à se développer et à s'étendre. La politique actuelle est très différente de celle d'il y a 5 ans. Cette initiative n'est encore qu'à ses débuts. Elle est en cours de développement. Certes, il existe déjà des projets en Asie centrale et la route qui mène à Gwadar, au Pakistan, mais nous n'en sommes qu'aux prémices.
L'idée de base est de relier le monde à l'Asie de l'Est en particulier. Ne vous méprenez pas, le gouvernement chinois prend les choses très au sérieux. Ce projet figure désormais dans la constitution du Parti communiste. Qu'elle réussisse ou pas, l'initiative dite « La ceinture et la route » sera considérée comme l'un des grands héritages du gouvernement de Xi Jinping. Le président Xi Jinping a dit clairement « Nous ne construirons pas un jardin dans notre arrière-cour. Nous en construirons un magnifique avec de belles fleurs dont profiteront toutes les nations du monde. » L'initiative dite « La ceinture et la route » est au cœur de la stratégie de la Chine et de Xi Jinping. Elle reflète la montée en puissance de la Chine et la réalité de son économie et de ses échanges commerciaux. Aujourd'hui, en fonction de comment on la mesure, la taille de l'économie chinoise serait presque égale à celle des États-Unis, quand, ailleurs, elle serait plus importante grâce à ses échanges commerciaux bien plus nombreux. Un dicton chinois dit « Si vous visez haut, vous obtenez quelque chose d'un peu plus bas. Si vous visez moyen, vous risquez d'obtenir quelque chose de plus faible encore. » Les Chinois sont très ambitieux et la Chine veut être ambitieuse pour le reste du monde. 10 pays représentent à eux seuls environ 70% du PIB de la ceinture et de la route. Les entreprises chinoises y ont remporté quelques marchés, mais pas beaucoup. Elles peinent à s'imposer. Pour rivaliser avec les entreprises coréennes, japonaises, américaines, européennes et locales, notamment indiennes ou turques, elles devront s'adapter, ce qui signifie collaborer avec des partenaires étrangers ou locaux. Si une infrastructure est construite en Asie du Sud-Est, au Pakistan, au Kazakhstan ou en Afrique, elle doit avant toute chose être à l'image du pays dans lequel elle se trouve. C'est extrêmement important pour l'exécution de l'idée dans son ensemble. Ce n'est pas à la Chine de dicter les règles. Ce serait un échec. Nouvelles voies maritimes, nouvelles routes, nouveaux chemins de fer, nouveaux pipelines, nouveaux ports. L'autoroute chinoise prend forme, acheminant ses produits vers de nouveaux marchés et ceux du monde entier en Chine. Évaluons à présent les risques et les avantages de faire affaire en territoire inconnu. L'un des plus grands défis de la Chine dans cette initiative dite « La ceinture et la route » est le financement. Le capital pour les projets ciblés varie entre 4 et 8 milliards de dollars. La grande inconnue réside dans la manière dont elle gérera son argent dans les pays présentant des profits de risque élevés et de crédits médiocres. Sur les quelques 70 pays partenaires, la dette souveraine de 27 d'entre eux est classée dans la catégorie à haut risque, juste en dessous de la catégorie investissement. 14 autres, comme l'Afghanistan, l'Iran et la Syrie, ne sont pas du tout évalués. On n'est jamais à l'abri de défaillances. L'infrastructure est un secteur à risque. Raison pour laquelle c'est essentiel de disposer du bon financement, dans le bon emplacement, à la bonne échelle et au bon moment. C'est ce qu'essayent de faire les banques multilatérales de développement, s'imposer dans les phases initiales, là où c'est risqué, et gérer ce risque. La politique est très claire. La banque est inclusive et nous n'essayons pas délibérément d'attirer certaines personnes vers elle. La prise de décision incombe aux États souverains. Nous sommes ouverts à tous. S'ils souhaitent adhérer et travailler avec d'autres membres, ils sont les bienvenus. Chaque État a ses propres idées. Un trop-plein d'accords entre gouvernements serait une source d'inquiétude. Mais là encore, l'initiative dite « La ceinture et la route » a évolué. Ces accords sont de plus en plus motivés par le profit et sont conclus non seulement entre des entreprises d'État et des entreprises locales, mais aussi entre des entreprises privées. Nous voyons notamment des entreprises technologiques chinoises commencer à s'implanter sur les marchés de la ceinture et de la route et à exploiter une opportunité de consommation très axée sur le marché. Quel est et sera le rôle des banques commerciales? Elles qui sont réfractaires au risque sont poussées par cette politique dans de nombreuses régions. Les banques commerciales, surtout étrangères, ont un rôle très important à jouer
car elles mettent en œuvre un processus de due diligence rigoureux pour la sélection, l'examen et le financement des projets. Les autorités chinoises le reconnaissent. Les entretiens que j'ai eus, au plus haut niveau, font écho à la nécessité de faire participer les banques privées, les banques étrangères. Nous ne pourrons pas financer tous ces projets. Et puis, surtout, nous ne voulons pas d'éléphants blancs, mais des projets viables. La transparence et la bonne gouvernance sont les principaux défis auxquels sont confrontés les partisans de l'initiative dite « La ceinture et la route ». En Malaisie, un changement de gouvernement a conduit un nouveau Premier ministre à réduire certains des accords signés par son prédécesseur et au Sri Lanka, un défaut sur sa dette fait dévier le projet de sa trajectoire. Le Sri Lanka est en effet un bon exemple. La Chine y a financé un grand port qui n'est en fait d'aucune utilité. Il n'est pas économique. Les Chinois en ont pris le contrôle. Des cas similaires seront observés dans d'autres pays plus petits et plus vulnérables. Une infrastructure, même belle, si elle ne génère pas beaucoup d'activité, n'est pas une bonne infrastructure. Le port de Hambantota a été construit sans aucune étude de faisabilité économique. Le Sri Lanka, piégé, a dû le céder sur la base d'un bail de 99 ans. Cela concerne non seulement le port, mais aussi une vaste zone autour de près de 67 km². Pour l'Inde, qui est le plus grand détracteur de l'initiative dite « La ceinture et la route », c'est une question de sécurité nationale. Le plus grand projet de la Chine à ce jour traverse le Pakistan jusqu'au port de Gwadar dans l'océan Indien. Bien qu'on parle de la route maritime de la soie, le fait est qu'aujourd'hui, la Chine a acquis le contrôle ou des parts majoritaires dans 75 ports de 35 pays. Il est donc évident que ce n'est pas uniquement dans un but commercial. Plus vous êtes proche de la Chine, plus vous êtes inquiet. L'Inde en est un parfait exemple. Mais certains pays, membres de l'ANAS, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, doivent se préoccuper de la dimension stratégique de ce projet. La Chine accorde beaucoup de prêts au Cambodge et au Laos. Elle achète clairement l'amitié de ces deux pays qui constituent désormais une sorte de veto au sein de l'ANAS qui fonctionne sur la base du consensus. Par exemple, en cas d'inquiétude concernant la mer de Chine méridionale, vous pouvez compter sur le Laos et le Cambodge pour vous ranger du côté de la Chine et empêcher l'ANAS de faire quoi que ce soit que la Chine jugerait répréhensible. Nous assistons à l'expansion rapide des activités de la Chine et de la région de l'océan Indien, Indo-Pacifique. Nous ne sommes pas en désaccord avec le fait que la Chine ait décidé d'émerger en tant que grande puissance maritime, mais ce qui se passe a une incidence sur nous. Face à la montée en puissance de la Chine, les pays voisins comme l'Inde ou d'autres comme les États-Unis, ancienne puissance économique dominante, doivent revoir leur position et se sentir un peu nerveux en raison des atouts dont dispose la Chine et de la manière dont elle souhaite s'associer au reste du monde. Et qui dit reste du monde, dit bien plus de routes que celle de l'ancienne route de la soie, mondialisation, connectivité, moyens de transport et services financiers modernes. Il est encore très difficile d'obtenir des précisions sur le financement de ces projets. Au Pakistan, par exemple, bon nombre de contrats ou d'accords de financement ne sont pas clairs. Certains craignent que les gouvernements locaux ne surpayent les contrats chinois. La première série de prêts accordés par la Chine au cours des dernières années concernait des pays dont la gouvernance était très médiocre. Le Venezuela emprunte énormément, tout comme le Soudan, l'Angola, l'Iran et le Pakistan. Ce sont des pays qui risquent fort d'avoir des problèmes d'endettement. Pareil pour l'Indonésie, l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique de l'Est. La Chine a de bons et de mauvais clients. Les projets devraient fonctionner dans les pays les mieux gérés. Les gens ont tendance à se focaliser sur les contrats conclus il y a 5 ans et qui viennent de voir le jour, qu'il s'agisse d'un projet portuaire ou ferroviaire. Lorsqu'on est autant engagé dans ces projets comme nous et qu'on voit certaines des transactions réalisées aujourd'hui, elles ne diffèrent en rien de celles que n'importe quelle autre multinationale ou n'importe quel autre grand pays réaliserait.
Cette partie, qui est la plus excitante et la plus prometteuse des années à venir, a été surchargée. Les opportunités sont énormes pour les opérateurs portuaires tels que les terminaux modernes de Hong Kong. On estime que les échanges commerciaux augmenteront de 2 500 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Après la pause, nous échangerons avec des maires du géant APM Terminal dans la suite de cette émission consacrée à l'initiative dite La ceinture et la route. Nous sommes ici à Xi'an, la plus ancienne des 4 grandes capitales chinoises, berceau de la dynastie Han et des guerriers en terre cuite, mais surtout, point le plus important de ce voyage est le plus à l'est de l'ancienne route de la soie. C'est ici, dans le quartier musulman de Xi'an, qu'on peut réellement ressentir et littéralement goûter au passé. Une grande partie de la population est constituée de descendants de commerçants arabes qui ont voyagé pendant des mois pour se rendre en Chine par la route de la soie. Ce n'est pas étonnant que la Chine, la plus grande nation commerçante du monde, veuille promouvoir le commerce mondial. L'initiative dite la ceinture et la route va dans ce sens. L'objectif principal est de développer des échanges commerciaux supplémentaires à hauteur de 2 500 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Certains de ces projets pourraient être très intéressants pour nous en tant que fournisseurs de transport et de logistique. D'une manière générale, qui dit plus d'échanges, dit plus de marchandises pour nos navires, plus de débit pour nos terminaux et plus d'unités dans nos entrepôts. Vous travaillez dans le secteur du transport maritime et du fret depuis des années. Où se situent, selon vous, les plus grandes lacunes en matière d'infrastructure ? Nous devons continuer d'améliorer la connectivité. Selon nos recherches et celles de nombreuses universités, lorsque la connectivité des transports s'améliore, le coût des échanges diminue. Cela a un impact bénéfique sur la croissance du commerce. Une amélioration de 10% réduit les coûts commerciaux de 3% et augmente les volumes de 5 à 9%. Un lien direct existe entre ces deux éléments. APM Terminal doit être conscient que la branche transport et logistique du géant maritime Maersk dispose de 78 installations portuaires dans 58 pays, dont plusieurs empruntent des itinéraires de l'ancienne route de la soie. Nous sommes très attentifs et avons des projets avancés dans le cadre de la ceinture et de la route. À Vado, en Italie, avec COSCO et Qingdao Port Group, nous avons cofinancé la construction d'un nouveau terminal à conteneurs. Nous travaillons également avec des entreprises de construction chinoises pour construire de nouveaux ports en Afrique, où nous avons un certain intérêt à investir ensemble. Nous sommes très contents des opportunités de collaboration qui s'offrent à nous, non seulement en Asie, mais aussi tout au long de la ceinture et de la route. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être prioritaire dans les premiers jours ou les premières années de cette initiative ? La transparence est pour nous le domaine dans lequel nous aimerions voir une réelle amélioration. Très souvent, les projets sont réalisés et nous n'en prenons connaissance qu'une fois qu'un accord a été conclu entre les principaux acteurs. C'est de toute évidence là que les entreprises internationales aimeraient participer davantage. L'UE, qui partage ce point de vue, a fait part de ses observations à la Chine en précisant que la réussite future de l'initiative dépendait de cette amélioration de la transparence. Si de nombreux obstacles se dressent sur le chemin, il y a néanmoins aussi une multitude d'opportunités à saisir. Des milliards seront dépensés. Qui, tout au long de ce projet, en tirera le plus grand profit ? Cela concerne les pays avec une meilleure gestion. Il s'agit d'un financement plus général des infrastructures. Des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est ont un grand besoin dans ce domaine et il y a de fortes possibilités pour que cela fonctionne. En revanche, si on considère cela comme un projet régi par la Chine, ça ne fonctionnera pas et ça ne sera pas réaliste. Au final, c'est l'argent le principal moteur. Si les entreprises chinoises peuvent proposer ou mettre en œuvre des projets de trains légers en Inde, par exemple, si les acteurs indiens, Tata ou d'autres entreprises de construction y voient une opportunité de gagner de l'argent en s'associant avec des entreprises chinoises, ils le feront. Les plus proches voisins de la Chine et les États compris sur le trajet vers l'Europe en seront les premiers bénéficiaires. Il s'agit de l'Asie centrale et du Sud-Est. Nous espérons vivement que les liens avec l'Asie du Sud se renforceront, surtout avec l'Inde, car les relations entre la Chine et l'Inde sont les plus importantes du monde.
Par ailleurs, l'Afrique aura tout intérêt à se relier aux grands marchés mondiaux à croissance rapide que sont aujourd'hui les pays d'Asie. Le président Xi Jinping, dans sa déclaration fracassante lors de la première rencontre, a indiqué que l'initiative La ceinture et la route serait associée à d'autres initiatives proposées par de nombreux autres pays. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, BAII, est très favorable à cette initiative. Évidemment, lorsqu'il faudra financer des projets, nous vérifierons qu'ils répondent à nos critères dont les 3 normes fondamentales sont la viabilité financière, la protection de l'environnement et des intérêts des populations locales. C'est vers le milieu du XVe siècle que l'ancienne route de la soie a commencé à se dégrader, en grande partie à cause d'un commerce maritime de plus en plus effectif et des querelles entre États participants. C'est à peu près à la même époque que la cité interdite, ici derrière moi, a été achevée pour servir de résidence aux empereurs chinois pendant les 500 années suivantes. Aujourd'hui, la réhabilitation de cette route témoigne de la renaissance de la Chine comme puissance commerciale. L'initiative chinoise La ceinture et la route est un projet colossal. Des milliards ont été dépensés en infrastructures pour relier la Chine au monde par route, rails, mer et oléoducs, redonnant ainsi vie aux anciennes routes commerciales allant de la Chine à l'Asie centrale en passant par l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Inde. Un ambitieux projet de modernisation qui constitue aujourd'hui un écosystème à part entière. Nous sommes ici à Mumbai, connu pour être la porte d'entrée de l'Inde. Véritable symbole de la plus grande démocratie du monde, mais très réfractaire à l'initiative chinoise La ceinture et la route. Ces 2 pays dont les économies considérables représentent plus d'un tiers de la population mondiale éprouvent une méfiance mutuelle depuis longtemps. Il est compréhensible que l'Inde s'inquiète de la présence de ce puissant voisin qui connaît une croissance si rapide qu'il l'a dépassé à bien des égards. Qu'il ne veuille pas que la Chine planifie ses infrastructures asiatiques. Toutefois, cela pourrait lui être bénéfique si la Chine finançait de bons projets d'infrastructures dans la région. De nombreux pays qui se sont lancés dans les projets de la ceinture et de la route, comme le Sri Lanka et certaines républiques d'Asie centrale, courent le risque réel de se retrouver endettés, notamment ses 3 voisins immédiats de l'Inde que sont le Pakistan, les Maldives et le Sri Lanka. Ils ont toujours éprouvé de l'inquiétude à l'égard de la Chine avec qui ils partagent une frontière contestée au Pakistan. Alors à savoir si oui ou non ils devraient s'inquiéter de cette nouvelle route de la soie, c'est probable, surtout si celle-ci touche des pays limitrophes où ils sont depuis toujours leur sphère d'influence, qu'il s'agisse d'une ligne de chemin de fer vers le Népal, d'un port au Bangladesh ou au Sri Lanka, ou du corridor économique Chine-Pakistan, CPEC. Au cœur de la protestation de l'Inde se trouve le plus grand projet de cette initiative dite la ceinture et la route. Le corridor économique Chine-Pakistan, qui part de l'une des villes les plus à l'ouest de la Chine et traverse le territoire contesté du Cachemire jusqu'à la mer d'Arabie. Le CPEC est sans doute l'élément le plus important de cette initiative. Il est capital pour le Pakistan. En un laps de temps, la Chine a permis de réduire la pénurie d'électricité que connaissait le pays. C'est tout aussi important pour la Chine, car le Pakistan est un allié de longue date. Il constitue un contrepoids à l'Inde et lui donne accès à la mer d'Arabie. Il borde également une zone sensible de la Chine, la province de Xinjiang. Lorsqu'une entreprise commerciale réalise un investissement qui n'est pas viable, elle accuse les pertes et passe à autre chose. Pour un gouvernement, les préoccupations ne sont pas seulement d'ordre financier. C'est le cas du Sri Lanka et de son bail de 99 ans sur un port situé tout près de l'Inde et d'une voie maritime internationale majeure, ou de l'investissement de plus d'1 milliard de dollars dans le port de Gwadar, au Pakistan, qui lui non plus n'a pas de grande chance d'être une réussite financière. En fait,
il est possible d'acquérir dès à présent ces actifs qui sont des ports commerciaux, mais qui, à plus long terme, pourront servir à d'autres fins. On l'a vu avec le Djibouti, qui, criblé de dettes, dues principalement à la Chine, a mis une partie de son territoire à la disposition des Chinois, qui en ont fait une base militaire. Tout cela est stratégique. Il est difficile de voir la portée économique de ce corridor qui va de la Chine au Pakistan. Passer par l'Himalaya pour aller de la Chine au Pakistan n'est pas très pratique. On dirait plus une démarche stratégique de la Chine, ce qui rend tout à fait compréhensible l'inquiétude de l'Inde de se voir ainsi cernée. Si l'on mettait toutes les voies ferrées de l'Inde dos à dos, elles feraient le tour du monde une fois et demie. Le chiffre officiel est de 8 milliards de passagers par an. C'est bien plus si l'on ajoute toutes les personnes qui voyagent gratuitement à travers ce vaste pays. Ici, au centre de Mumbai, à l'heure de pointe, 7000 trains bondés n'accueillent que 1700 personnes. Le système est obsolète et a besoin d'être modernisé. La situation en Inde est en train de changer. Le BAII va investir massivement, notamment dans le métro de Mumbai, ce qui est un parfait exemple de coopération en matière d'infrastructures indiennes. Pas besoin d'associer cela à l'initiative dite « la ceinture et la route ». Ce projet aurait très bien pu être réalisé sans elle. La raison pour laquelle cette initiative a été accueillie avec tant d'enthousiasme par plusieurs voisins de l'Inde, notamment le Sri Lanka, le Népal et le Pakistan, est en partie le fait que l'Inde n'a pas pu fournir de connectivité à ses voisins. Le pays entretient très peu de relations avec ses plus proches voisins. Avec le Pakistan pour des raisons historiques, mais aussi avec le Népal, où l'Inde n'a pas été en mesure de développer une infrastructure et une connectivité digne de ce nom au cours des dernières décennies. Il en est de même pour le Bangladesh et le Sri Lanka. Mumbai était l'une des premières étapes de cette nouvelle route de la soie. Son port est le plus important du pays et représente près de la moitié du trafic de conteneurs. C'est également le siège du commandement occidental de la marine indienne qui est tourné vers l'ouest de la mer d'Arabie, vers le Pakistan et le Moyen-Orient, vers l'est qui abrite les richesses de l'Asie du Sud-Est et vers la Chine. Certaines défaillances, comme celle du Sri Lanka, ne sont pas du tout surprenantes. Compte tenu de la taille de l'économie, du type d'investissement réalisé, des projets individuels et de la très faible fréquentation du port de Hambantota par semaine, il n'est pas étonnant que le projet ait sombré. Ce sera pareil avec Gwadar, où on a à nouveau investi plus d'1 milliard de dollars. Un pays bénéficiaire de la BRI, peu importe où il se trouve, qui consent à un accord avec la Chine dans le cadre de ce projet, quel qu'il soit, ne verra pas beaucoup d'autres concurrents venir frapper à sa porte. C'est là l'énorme avantage qu'offre la Chine. Elle apporte non seulement le financement, mais aussi l'expertise nécessaire à la réalisation du projet. Toutefois, ces pays bénéficiaires doivent se montrer très prudents quant aux conditions financières. Le Kazakhstan est l'un des pays qui a le plus à gagner de l'initiative chinoise dite la ceinture et la route. Nous sommes ici à Astana, le centre administratif du plus grand pays enclavé du monde. Un pays coincé entre la Chine et la Russie, au centre d'un jeu d'équilibre entre géopolitique et progrès économique. C'est une ville ultramoderne bâtie sur les richesses pétrolières de ce qui est de loin la plus puissante économie d'Asie centrale. Une ville qui célèbre son 20e anniversaire et la naissance de son seul et unique président. Nursultan Nazarbayev dirige le Kazakhstan depuis son indépendance de l'Union soviétique en 1991. Le voici ici en train d'inaugurer le centre financier international d'Astana, une initiative audacieuse prévue 5 ans à l'avance afin de relier les marchés financiers de la région, tout comme la manière dont le pays a embrassé son rôle de pivot terrestre de l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Le programme phare de la politique économique du gouvernement est la diversification de l'économie grâce à la création de nouveaux sous-secteurs dans une dimension industrielle différente, mais aussi dans le secteur tertiaire, notamment les services financiers. Nous voulons être le centre financier de la région afin de l'aider à développer ses économies.
Le Kazakhstan est en très bonne voie pour y parvenir. Nous sommes naturellement le premier pays à l'ouest de la Chine en direction de l'Europe. Nous avons construit nos propres infrastructures, dont 2500 km de voies ferrées, pour relier l'Est et l'Ouest du pays qui se sont avérées utiles lors du lancement de l'initiative. Aujourd'hui, nous coopérons avec les Chinois sur un programme visant à mettre en œuvre 51 projets d'une valeur de 28 milliards de dollars. Ils ne sont pas exclusivement liés à l'initiative, il s'agit d'une coopération économique très vaste. L'un de nos principaux avantages est que nous sommes un pays de transit qui est un très bon moyen de gagner de l'argent et de faire des affaires. Nous avons par exemple finalisé la partie kazakh de la super-autoroute entre la Chine occidentale et l'Europe de l'Ouest, longue d'environ 3000 km. Le coût s'élève à environ 3 millions de dollars américains et cette route va jusqu'à la frontière russe. Une autre mène à la mer Caspienne et, à cette fin, nous avons construit un nouveau port à Kurik, sur les rives de la mer Caspienne, pour nous permettre de la traverser avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie, puis de la Géorgie vers la Turquie et de la Turquie vers la Méditerranée et plus loin vers l'ouest. Une autre voie ferrée nous conduit d'Aktau au Turkménistan et à l'Iran, puis au Golfe. Nous avons diversifié nos itinéraires de transport et nous avons prévu diverses alternatives non seulement vers le nord-ouest, mais aussi vers le sud. À la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, on construira le plus grand port sec du monde. Il sera dans la steppe kazakh, non loin du pôle eurasien d'inaccessibilité, soit le point le plus éloigné d'un océan sur Terre. Presque tout ce qui traverse l'Ouest par voie ferrée depuis la Chine passe par là. La Chine et nous avons investi à parts égales dans ce projet. Disposons aujourd'hui d'un train qui peut relier Lianyungang, dans l'est de la Chine, à Korgas, puis à Istanbul, en passant par le Kazakhstan, en 2 semaines environ. Nous voulons réduire le temps de transit à 12 ou 10 jours. Cette région du monde a été au cœur de la route de la soie pendant des siècles. Aujourd'hui, avec cette nouvelle route de la soie par route et par rail, le Kazakhstan retrouve sa place de carrefour clé au cœur de l'Eurasie. Quels sont les secteurs qui en bénéficieront au Kazakhstan ? Après avoir été ignorées en faveur des communications maritimes, les communications terrestres reprennent progressivement leur place. Les industries qui en bénéficieront sont la construction, la transformation, la pétrochimie, dont les produits sont nécessaires à la construction des routes, mais aussi l'agriculture et la transformation des aliments. Le volume du transport de conteneurs à travers le Kazakhstan, de la Chine vers l'Europe, a doublé chaque année au cours des 7 dernières années et il devrait atteindre 2 millions de conteneurs d'ici à 2020. Pour le Kazakhstan, ce sont environ 5 milliards de dollars de droits de transit qui seront économisés chaque année. Juste à côté du port se trouve une zone de commerce international. 2 villes de part et d'autre de la frontière, un projet de ville stratégique sur la route de la soie qui, pour l'instant, se trouve dans un no man's land. Pendant la guerre froide, toute cette région était une zone militaire contrôlée. Les 2 tours derrière moi représentent la limite. Je suis du côté kazakh. Le côté chinois est presque entièrement développé, mais le Kazakhstan affirme avoir de grands projets pour rattraper son retard. Korgas étant une porte d'entrée au marché chinois, nous avons convenu entre les 2 gouvernements de mettre en place ce régime de zone économique spéciale qui nous aidera à développer la plaque tournante du commerce dans cette région. L'idée est que, contrairement au goulot d'étranglement que c'était à l'époque soviétique, nous augmentions la capacité d'acheminement des marchandises dans les 2 sens.
Mais 5 ans après avoir été proposé, ce projet reste en cours d'élaboration, du moins du côté kazakh. Pour certains, le Kazakhstan serait la boucle de la ceinture, mais des défis sont à relever avant que cela ne se produise. En plus des infrastructures construites, nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos voisins la Russie et la Biélorussie pour mettre en place l'Union économique eurasiatique. Nous sommes prêts en termes de tarifs douaniers et ferroviaires synchronisés. Nous avons non seulement construit des infrastructures matérielles, mais aussi immatérielles en supprimant les barrières commerciales. Du Kazakhstan en Asie centrale à l'Asie du Sud-Est, telle est notre prochaine étape, alors que nous poursuivons cette émission consacrée à l'initiative chinoise, dite la ceinture et la route. Pour les pays de l'ASEAN, cette initiative offre d'énormes possibilités pour les domaines dans lesquels les infrastructures sont essentielles à la croissance économique. De l'Indonésie aux Philippines, du Myanmar au Laos, de la Malaisie à la Thaïlande, des projets d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars ont été entrepris pour améliorer la connectivité. En mettant en place une connectivité physique performante, nous contribuerons à stimuler les activités liées aux échanges et à l'investissement. C'est l'un des piliers des perspectives économiques à moyen terme de l'Indonésie. À compter de l'année prochaine, les gains de productivité générés par les infrastructures en cours de développement commenceront à se répercuter sur notre croissance économique. Nous améliorons nos aéroports car ils sont saturés. Il en est de même pour nos ports et nos routes. Cela nous aide à réaliser notre programme de construction et cela favorise non seulement la connectivité à l'intérieur de notre pays, mais aussi à l'extérieur. Comme beaucoup de ses voisins, la Thaïlande mise sur cette initiative. Elle a investi, avec l'aide de la Chine, des dizaines de milliards dans la transformation de ses provinces orientales en un corridor économique et des milliards de plus dans des projets comme ce train à grande vitesse qui partira de Bangkok à la Chine. La méga-gare servira de plaque tournante ferroviaire à Bangkok pour les trains rapides qui rejoindront la Chine au nord, en passant par le Laos et Singapour au sud, en passant par la Malaisie, bien que cette partie du voyage soit aujourd'hui compromise. Elle reliera également les 3 principaux aéroports du pays au corridor économique oriental de la Thaïlande. Ce corridor doit servir de catalyseur à la connectivité avec la Thaïlande, mais aussi avec d'autres pays, notamment les pays voisins. La Chine étant au nord de notre pays, il est naturel que l'EEC s'associe à l'initiative dite la ceinture et la route. On pourrait pratiquement imaginer un corridor allant du nord de la Chine au sud, en passant par la Thaïlande et l'Asie tout entière. Chaque pays doit tenir compte de ses propres intérêts et s'assurer que les prêts qu'il contracte sont abordables pour la génération actuelle et future. Des 2 emprunts que nous avons contractés, le premier destiné à la construction d'un barrage s'élève à 62,5 millions de dollars et le second pour le développement d'un projet municipal d'adduction d'eau s'élève à environ 200 millions de dollars. Actuellement, nous négocions un emprunt plus important qui s'élèvera à environ 2,8 milliards de dollars et qui sera destiné à un projet de chemin de fer. Là encore, il s'agit d'améliorer un projet ferroviaire en mauvais état. En Indonésie, nous avons mis en place des projets d'infrastructures prioritaires. Sur cette base, nous identifions ce que nous pensons pouvoir intégrer dans l'initiative dite la ceinture et la route. Le plus grand défi reste leur exécution.
Sur les 50 projets actuels, nous n'avons pu en utiliser que 9. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Bien que le financement soit assuré, nous avons également un certain nombre d'exigences à respecter pour l'obtenir. Y a-t-il des risques de coûts ingérables ? Il y en a beaucoup. Cela ne concerne pas seulement l'initiative. L'Indonésie est actuellement en pleine réforme. Un grand nombre de projets d'infrastructures en cours posent des problèmes de réglementation, d'octroi de licences, de main-d'œuvre et d'acquisition de terrain. Il y a un certain nombre de problèmes locaux que nous devons résoudre afin de maximiser ces projets. Le corridor qui traverse le Myanmar est une autre des voies clés de la Chine et les problèmes locaux qui s'y posent soulèvent toutes sortes de questions. Ce pays limitrophe de la Chine, de l'Inde et du Bangladesh offre non seulement une voie d'accès à l'océan Indien, mais aussi une voie terrestre vers l'ouest du sous-continent indien. Plusieurs aspects suscitent des inquiétudes. De tels projets d'infrastructure entraîneraient un endettement important. Le gouvernement actuel est très préoccupé par le risque de surendettement du pays et de sa transmission à la génération suivante. C'est une bonne chose que de s'inquiéter du fait que nous ne nous lançons pas à corps perdu dans la construction des choses sans tenir compte de notre situation budgétaire. Bienvenue à Mombasa, la plus ancienne ville commerciale du Kenya depuis des siècles. Les Arabes, les Portugais, les Britanniques et les Indiens ont tous tenté de faire fortune ici. Les derniers en date sont les Chinois. Nous explorerons leurs ambitions grandioses et verrons si les rêves de Pékin sont à la hauteur de ceux du continent africain. Mombasa est considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Pas moins de 5 pays enclavés, dont l'Ouganda et le Rwanda, dépendent de ce port pour faire entrer et sortir ces marchandises. Le Standard Gauge Railway, SGR, de Nairobi est le plus grand projet d'infrastructure du pays depuis son indépendance en 1963. Il a coûté 3,8 milliards de dollars. Son financement a été assuré par la Chine, qui a construit ce qui représente le début d'un réseau ferroviaire qui permettra d'ouvrir un passage pour les personnes et les marchandises jusqu'au cœur du continent. Grâce au SGR, le trajet jusqu'à la capitale ne dure plus que 5 heures, contre plus de 8 pour les marchandises transportées. L'initiative dite la ceinture et la route est une bonne initiative pour la région. Quelques réserves demeurent quant au coût de la ligne ferroviaire entre Mombasa et Nairobi, mais grâce à elle, d'immenses possibilités s'offrent à nous, notamment en termes de réduction des délais d'approvisionnement. Tel est notre souhait. Personne d'autre ne peut rivaliser avec les investissements chinois en matière d'infrastructures. Toutefois, d'un point de vue africain ou kényan, les investissements destinés à la construction d'infrastructures, qu'ils viennent des États-Unis, de Chine ou d'Europe, sont toujours les bienvenus, car ils nous permettent d'être plus compétitifs. Le marché est là, mais la connectivité et l'acheminement de nos produits posent problème. Nous espérons que la BRI permettra d'ouvrir ces marchés, non seulement à la Chine, mais aussi à tous les autres pays impliqués dans cette initiative. De meilleurs réseaux de transport sont essentiels pour éviter que l'expansion régionale ne se heurte à des obstacles. Le FMI prévoit une croissance de 6,2% pour la communauté d'Afrique de l'Est en 2019. Le port de Mombasa lui-même s'agrandit pour relever le défi. Chaque année, l'équivalent de 1,2 million de conteneurs de 20 pieds transitent par ce port et ce chiffre devrait augmenter de 3 à 5% par an. Le potentiel de l'entreprise est évident. Jusqu'à présent, c'est l'exécution qui posait problème. Les conteneurs arrivent certes plus rapidement dans la capitale, mais une fois sur place, les difficultés commencent. Le gouvernement se dit à l'écoute et déterminé à ne pas créer un éléphant blanc très coûteux. Les presses Sachen Gutka produisent des milliards d'étiquettes chaque année. Dans les supermarchés du monde entier, les gens connaissent sans le savoir certaines d'entre elles. 7 trains de marchandises transportant 150 conteneurs arrivent chaque jour de Mombasa pour Nairobi, soit environ 800 à 1000 conteneurs placés sur la route à voie unique qui relie Mombasa à Nairobi
occasionnant des embouteillages énormes, des accidents mortels, etc. Le Kenya, cependant, n'a pas correctement résolu le problème que pose ce goulot d'étranglement dans le dépôt intérieur de conteneurs de Nairobi, ce qui nuit aux affaires. Vous y faites recours? Oui. Mais si cela revient plus cher? En fait, nous y avons été contraints par le gouvernement. La logistique se fait toujours dans les deux sens, de Mombasa au Rwanda et plus tard en Afrique de l'Ouest. Actuellement, aucune voie ferrée ou routière ne traverse l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il serait très facile de l'étendre. Qui dit compétitivité dit aussi logistique des retours de Kigali et Mombasa jusqu'en Chine. Cette logistique bidirectionnelle pourrait devenir compétitive. Il s'agit là d'un élément essentiel pour tous les pays qui doivent pouvoir exporter leurs produits vers ces marchés afin d'être compétitifs dans les deux sens. Bidco est le premier producteur d'huile alimentaire d'Afrique de l'Est. Il fabrique aussi des détergents et d'autres produits de consommation grâce à des usines au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et à Madagascar. Ces produits sont vendus dans 18 pays de la région. Vimalsa fait preuve d'un optimisme prudent quant à l'impact plus large des investissements chinois. Une chose est sûre, la Chine veut intensifier ses échanges commerciaux. On peut parler de domination économique ou autre, elle dispose aujourd'hui d'un avantage concurrentiel. Donc, si elle délocalise ses industries afin de produire ici et de vendre à l'Occident, les retombées pour l'Afrique ne concerneront pas seulement la propriété, mais aussi les emplois. Cela va créer des emplois ici. Vous, qui êtes numéro 1 en matière de croissance et d'acquisition et que vous comptez le rester, cela vous inquiète-t-il? Nous ne sommes pas inquiets parce que les produits que nous fabriquons ici ne viennent pas de Chine. En fait, la Chine est un bon marché pour certains biens de consommation en raison de sa population. La Chine et l'Inde, compte tenu de leur population, auront besoin de beaucoup plus de nourriture et de produits, et l'Afrique peut y contribuer. Nous devons examiner l'avantage concurrentiel de l'Afrique et nous demander quels sont les produits que nous pouvons exporter vers la Chine en utilisant cette même initiative dite « la ceinture et la route ». À combien s'élèvent actuellement vos ventes vers la Chine ou l'Inde? 0. Cette attitude du verre à moitié plein est souvent contrebalancée par la crainte que toutes ces infrastructures extrêmement coûteuses ne soient qu'un moyen rapide pour la Chine d'exploiter de nouveaux marchés tout en laissant les pays africains crouler sous les dettes. Des plaintes ont également été formulées concernant la transparence. La China Road et Bridge Corporation a obtenu le contrat d'exploitation de la ligne pour 10 ans sans qu'il n'y ait eu d'appel d'offres. La politique africaine de Pékin repose en réalité sur le commerce et non sur la charité. Elle est aussi inextricablement liée au futur du pays sur le plan géopolitique et au-delà. Tandis que le Kenya et ses voisins y voient une locomotive de croissance à moyen terme, les choses s'annoncent plus sombres à long terme. Certains s'interrogent sur le niveau d'endettement en se demandant s'il s'agit d'une relation gagnant-gagnant. Voyons si ça en sera le cas, ou bien s'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Après Mombasa, les containers se retrouvent ici à Nairobi. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une histoire plus profonde. Les opportunités de nouveaux marchés s'étendent au-delà de la capitale du Kenya, au-delà du Kenya lui-même, vers la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda ou même l'Europe. La question est de savoir si tout cela s'est fait à un prix abordable. Nos dirigeants ont abandonné l'Afrique à la Chine. Nous devons faire les choses avec modération tout en préservant notre pays. Nous avons beaucoup à apprendre et à gagner de la Chine, mais nous devons le faire dans une certaine mesure et ne pas laisser la Chine prendre le contrôle de notre pays. Nous n'interférons pas dans les affaires intérieures des pays africains. Nous ne leur imposons pas non plus notre volonté, ni n'assortissons notre aide économique de conditions politiques. Nous ne cherchons pas à obtenir des gains politiques égoïstes en matière d'investissement et de coopération financière. La Chine rejette les critiques selon lesquelles l'initiative « La ceinture et la route » alourdit la dette des pays partenaires et a pour but de renforcer l'influence mondiale de Pékin. Le président chinois maintient que l'initiative est un outil de prospérité commune. Alors que l'Afrique a désespérément besoin de routes, de chemins de fer et d'infrastructures portuaires,
l'endettement du continent ne cesse de croître. Selon le China Africa Research Initiative, environ 12 milliards de dollars de prêts chinois ont été accordés en 2015, contre un peu plus de 100 millions en 2000. Par ailleurs, des entreprises chinoises, dont beaucoup appartiennent à l'État, réalisent des projets d'infrastructure en coopération avec les gouvernements africains. Certaines le font avec le financement de la Banque d'import-export de Chine, également connue sous le nom de Banque Exim. Il s'agit d'un prêteur d'État financé par l'État. Le SGR du Kenya entre Mombasa et Nairobi a été financé à 90% par un tel prêt. À raison de la quantité de marchandises, coût de construction, du coût du service pour le crédit, en plus de celui d'exploitation du train, il est impossible pour la SGR de s'autofinancer. Le peuple kényan devra rembourser le prêt et le seul moyen d'y parvenir est de prélever des impôts dans d'autres secteurs afin de les utiliser à cet effet. L'étape suivante de la ligne, estimée à 1,5 milliard de dollars, est en grande partie financée par un prêt de l'Exim Bank. L'extension jusqu'à Kisumu devrait coûter 3,8 milliards de dollars, une somme dont le Kenya demande la moitié à la Chine sous forme de subvention plutôt que de prêt. Par ailleurs, pour relier la ligne jusqu'à l'Ouganda, 4,9 milliards de dollars de plus pourraient s'avérer nécessaires. Pour les détracteurs de cette initiative, ces pays qui hypothèquent leur avenir se retrouveront avec d'énormes dettes, dans l'incapacité d'honorer leurs engagements, ce qui permettra à la Chine d'en contrôler une grande partie. Cela ne se produira pas. Tout le monde n'a de cesse de parler de cette diplomatie de l'endettement qui serait une sinistre manœuvre de la Chine pour prendre le contrôle d'actifs stratégiques. Certes, la Chine a installé une base militaire au Djibouti qui est très endettée. Mais pourrait-elle s'emparer le port de Mombasa si le Kenya venait à ne pas honorer ses dettes concernant la ligne de chemin de fer? C'est un scénario improbable, car les avantages globaux en termes de commerce et d'investissement qui en découleront l'emporteront. Il est vrai que les pays surpayent souvent les infrastructures. Toutefois, dans le cas présent, celles-ci sont une nécessité et seront bénéfiques à l'économie. Pour les constructeurs d'infrastructures comme la China Communication Construction Company, c'est une occasion pour stimuler leur croissance et celle des pays africains. C'est la société mère de l'entreprise qui a construit et exploite la SGR. Des opportunités de développement existent sur l'ensemble du continent africain. Il y a une importante main-d'œuvre jeune, et bien que la croissance économique soit lente, il y a de bonnes possibilités d'emploi actuellement. On dirait un peu la Chine dans les années 70 et, compte tenu de son développement au fil des ans, l'Afrique aussi saura saisir des occasions. Mais l'afflux constant d'entreprises et de travailleurs chinois a alimenté certaines plaintes selon lesquelles les richesses et les opportunités ne sont pas partagées avec la communauté locale. Le financement d'un grand nombre de ces projets est assuré par des banques chinoises. Les entrepreneurs sont des entrepreneurs chinois. La personne qui y gagne le plus, celle qui reçoit le chèque de 4 ou 5 milliards de dollars, est sans doute une entité chinoise. Les questions de transparence et de corruption ne sont pas près de disparaître. Il y a un grand débat en cours pour savoir si la dette chinoise peut être remboursée ou non, si elle n'est pas trop lourde au point où on serait forcé de laisser le pays entre les mains des Chinois. Le plus important ici est qu'il ne devrait pas y avoir de garantie gouvernementale pour les infrastructures qui sont mises en place. Cela devrait se faire dans le cadre du secteur privé, c'est-à-dire qu'ils viennent, gèrent, exploitent, financent et enfin transfèrent à un prix qui leur permet d'obtenir un bon retour sur investissement en tant qu'entreprise commerciale. Il faut envisager les choses dans les deux sens. À court terme, c'est douloureux, à long terme, c'est avantageux. Mais le citoyen kényan paye un lourd tribut en termes d'impôts, parce que nous voulons rembourser les emprunts contractés. Et c'est intéressant de voir que nous continuons à en contracter d'autres. C'est une situation d'attente, car malheureusement, les problèmes de corruption que connaît le pays ont vraiment détourné une partie des ressources de leur destination. Quelque chose qui était supposé être une grande entreprise ou un grand projet s'avère un peu moindre que ce qui était prévu. Concernant la Standard Gauge Railway, SGR, beaucoup de choses restent sans réponse, y compris certains contrats qui ont été conclus. Le plan de remboursement est assez clair, mais les coûts réels, les coûts des pièces d'équipement individuelles et des sites de construction individuels, ainsi que la manière dont tout cela s'additionne sont toujours remis en question et ne sont pas aussi transparents que devrait l'être une infrastructure qui représente près de 5% du produit intérieur brut.
La vraie question est de savoir si ces emprunts sont utilisés de la bonne manière pour les bons projets qui généreront le bon type de revenus pour le pays africain. On en revient à la nécessité pour les pays africains de développer leurs propres perspectives de manière globale et non projet par projet sur les infrastructures dont ils ont besoin. Pour quels projets, comment les financer et ensuite de s'engager avec différents partenaires, que ce soit la Chine ou la Banque mondiale, sur la manière d'entreprendre la construction de ces projets-là. De retour dans ce programme sur la ceinture et la route, l'autoroute commerciale de la Chine. Comme partout ailleurs, les gens se rendent sur des marchés comme celui-ci, à Nairobi, pour faire les meilleures affaires possibles sans que personne ne soit forcé d'acheter. De même, de nombreuses personnes ont reproché au gouvernement de ne pas assez négocier avec Pékin. Ce n'est clairement pas une voie à double sens. Les entreprises chinoises ont tout intérêt à participer à ce projet, car il ne fait aucun doute qu'elles réaliseront de très beaux profits. Le problème n'est pas seulement lié à l'éthique, mais plutôt qu'elles négocient les meilleurs accords possibles. Et en tant que contribuables kényans, nous sommes en droit de demander à nos administrateurs et à nos gouverneurs comment ils ont pu conclure de tels accords en plein jour. Les entreprises kenyanes souhaitent, elles aussi, réaliser de gros bénéfices, mais certains secteurs sont lésés. La majeure partie de nos produits agricoles est exportée vers le marché européen, au détriment du marché chinois qui reste inexploité. Le gouvernement kényan devrait signer certains protocoles afin d'aider nos producteurs à exporter leurs produits, mais il ne l'a pas fait. Nos capacités de production restent inexploitées, car nous ne sommes pas encore totalement compétitifs et il est temps que le gouvernement intervienne pour améliorer notre compétitivité. En outre, nous n'avons aucun accord commercial préférentiel avec la Chine. Parallèlement, les fabricants et les dirigeants kényans considèrent l'augmentation du nombre d'entreprises chinoises comme un élément positif. Nous sommes ravis d'accueillir les fabricants chinois au sein du secteur manufacturier. Cette industrie fait partie du Big Four Agenda, plan de développement du président Uhuru Kenyatta, sécurité alimentaire, logement, produits manufacturés et soins de santé abordables, mené par le gouvernement. Nous avons besoin d'un maximum d'investissements, tant locaux qu'étrangers, pour créer un important centre manufacturier au Kenya. Le Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta a pour but d'accroître la part de l'industrie manufacturière à 15% du PIB, soit environ 9% d'ici 2022. L'agriculture, la santé et la construction de logements sont les autres secteurs visés par cette croissance. Le secteur manufacturier, à lui seul, crée des milliers d'emplois. Des emplois qui font cruellement défaut sur l'ensemble du continent et dont le nombre ne cesse de croître. Une fois qu'elle y a vu un marché clé, la Chine a permis à l'Afrique d'innover pour ces marchés. Selon le président de BITCO, les entreprises locales peuvent saisir des opportunités si les dirigeants africains s'unissent. Beaucoup considèrent la BRI comme une voie à sens unique. Vous voulez qu'elle soit à double sens, il faut accéder au marché chinois. Vous pensez y arriver ? Raison pour laquelle l'Afrique doit être plus productive, elle doit produire davantage de biens qui ajoutent de la valeur à ses produits pour devenir véritablement émergente. C'est le plus grand espoir. Se réalisera-t-il un jour ? C'est à nous, Africains, de faire en sorte que cela se produise, de veiller à ce que nous y arrivions de la bonne manière et à ce que nous devenions compétitifs. C'est fou de voir aujourd'hui le commerce intra-africain si bas. On érige de plus en plus de barrières entre pays africains et on permet à la Chine, l'Amérique et l'Europe d'entrer sans payer de droits de douane. Il est primordial pour les dirigeants africains de s'unir. Nous avons certes l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, et l'Union africaine, mais tout cela c'est du vent. C'est ça l'OTAN. Aucune action, rien que des mots. Nous devons sortir de là et concrétiser les choses. La politique africaine de la Chine a évolué. Aujourd'hui, la limite entre la politique étrangère officielle et le commerce privé est plus nette. En avril 2018, Pékin a créé une nouvelle agence de développement qui devrait jouer un rôle plus important dans la stratégie du gouvernement
que l'exime qui perd un peu plus du terrain. C'est ce dont on accuse souvent la Chine de proposer des prêts alors qu'ils sont consentis par les pays africains. Ce sont eux qui les demandent. Elle peut rêver à un type de relation, mais elle n'essaye pas de façonner l'avenir de l'Afrique. Ce qui ne veut pas dire que l'aide et les prêts ne sont pas influencés par des intérêts commerciaux. Des intérêts qui, selon certains, sont toujours liés à l'accès aux ressources. Les entreprises chinoises continuent de voir en l'économie rebondissante du continent une multitude d'opportunités et un feu vert pour y renforcer leur présence sous la bannière de l'initiative dite « la ceinture et la route ». Si la Chine y voit d'énormes opportunités d'investissement, qu'en est-il du gestionnaire de portefeuille moyen ou de l'investisseur individuel? Peuvent-ils également y prendre part? Il est impossible d'investir directement dans l'initiative. Vous pouvez plutôt investir dans un endroit qui constitue une plaque tournante pour les entreprises africaines et internationales. À mesure que l'environnement s'améliore et que le coût de l'énergie diminue, il devient plus facile ou plus économique de fabriquer ces produits. Cela a toujours été le cas. Pour le Kenya et tous les pays d'Afrique de l'Est, il s'agit surtout d'une question d'accès. Pas nécessairement aux grands minerais ou aux ressources naturelles que l'on trouve ailleurs, mais une sorte de portail vers le reste de l'Afrique. Voilà comment nous voyons les choses. Faut-il payer pour cela? On assiste au fur et à mesure à l'ouverture de nouvelles villes, à l'augmentation des échanges commerciaux et à la possibilité d'expédier des marchandises. Ce qui permet de délocaliser le centre industriel du Kenya de Nairobi vers d'autres régions du pays. Vous pouvez fabriquer à Naivasha et ensuite exporter directement vers Mombasa. Qu'en est-il des réclamations concernant ces entreprises chinoises qui s'emparent d'importants contrats publics en Afrique et de l'Occident, qui s'inquiètent de la remise en question de l'influence des États-Unis? Il faut dire que la Chine dispose d'un sérieux avantage en matière d'exécution. C'est sur ce point que l'Europe, qui a eu une longueur d'avance pendant les 50 ou 60 dernières années en Afrique, n'a pas fait grand-chose. Les États-Unis, quant à eux, ont ignoré l'Afrique. Ils n'y ont pas prêté attention. Les Chinois, dès leur arrivée, ont fait un travail sérieux sur le terrain. Ils ont réalisé des meilleures infrastructures à des prix plus bas, puis ont amélioré leur jeu. L'aide liée a disparu. Maintenant, c'est l'exécution qui prime. On peut parler de domination économique, de colonisation économique. Néanmoins, l'Afrique, aujourd'hui, a grand besoin d'infrastructures réalisées dans les plus brefs délais. Le problème de l'aide étrangère a toujours été là. Elle finit dans la poche des gens, n'est-ce pas? Pas toujours, mais le passé n'était fait que d'aide, ce qui a conduit à ce qu'on a appelé le syndrome de l'endettement permanent, AIDS. Nous n'en voulons plus. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est être plus compétitifs et faciliter notre activité commerciale. Toutefois, nous devons nous assurer que tout se fait dans les règles, dans le respect d'un code éthique clair, sans détournement. Les enjeux sont importants pour les deux parties. La Chine, le potentiel alléchant de nouveaux marchés est énorme. Il s'agit de trouver comment les exploiter sans être perçu comme le prochain colonisateur, ce qui est moins évident. Quant aux bénéficiaires, l'initiative de Pékin offre un changement multigénérationnel. La Chine est tant un partenaire qu'un concurrent. Des usines comme celle-ci peuvent rivaliser avec des performantes usines chinoises. Malheureusement, il n'en est rien. Une fois le défi lancé, nombre d'entre elles ont dépéri. Au final, le choix leur appartient. L'antique port du Pirée se hâte de devenir le premier port de la Méditerranée et de l'Europe. Son rôle central dans l'initiative chinoise dite « la ceinture et la route » le pousse dans cette lancée. De la Grèce en Allemagne, de Bruxelles à Londres, nous allons explorer les connexions européennes dans le cadre de ce grand projet chinois. Le statut de COSCO, comme l'un des plus grands chargeurs et exploitants portuaires au monde, l'a placé au premier plan de l'initiative dite « la ceinture et la route ». Pirée est la tête de dragon de la Chine, autrement dit une plaque tournante stratégique reliant les voies maritimes et terrestres. La compagnie publique COSCO a repris la gestion de la jetée 2 en 2009 dans le cadre d'une concession de 35 ans, consacrant ainsi des millions d'euros à la modernisation des infrastructures et à la construction d'une troisième jetée. En 2016, la Grèce, embourbée dans sa crise de la dette, a vendu à la compagnie sa participation majoritaire dans l'autorité portuaire.
Pour 370 millions d'euros, avec la promesse d'investir au moins 350 millions d'euros de plus, COSCO a cimenté la place de Pirée dans le nouvel ordre mondial de Pékin. Un succès total. Selon Bloomberg Intelligence, la compagnie a été au bon endroit au bon moment. Le port a accueilli plus de 4 millions de conteneurs de 20 pieds ou son équivalent l'année dernière, ce qui en fait le 3e port le plus actif de la Méditerranée et le 7e d'Europe en fonction de l'économie portuaire. Soit une croissance d'environ 200% par rapport à la décennie précédente. Selon le directeur général du port, le chemin parcouru pour en arriver là n'a pas été de tout repos. C'est un secteur très concurrentiel. Chacun fait de son mieux pour gagner le soutien des différents transporteurs. En plus d'être un soutien financier, l'initiative dite « La ceinture et la route » nous est bénéfique. Elle nous offre davantage d'opportunités commerciales, non seulement en tant que transporteur, mais aussi en tant que terminal. Les investissements de la Chine ont dynamisé le port du Pirée, mais son influence a suscité des inquiétudes quant à l'éviction des entreprises locales. En Grèce, la quasi-totalité des entreprises qui ont des petites et moyennes entreprises est inquiète quant à la situation. Elles craignent que ces grandes entreprises ne les dépossèdent de leurs activités. Selon des groupes d'entreprises, l'antagonisme initial s'est en grande partie mué en acceptation et en recherche d'opportunités. Beaucoup de personnes étant mécontentes car elles pensaient que nous pouvions, nous aussi, nous lancer dans ce sport. Certains reprochaient à la Chine d'avoir profité de la crise grecque, sauf que d'un autre côté, nous sommes bien conscients des règles du commerce qui veulent que lorsque vous trouvez une occasion d'investir à bon prix, vous la saisissiez. Cela a été un catalyseur, une occasion pour nous tous de commencer à négocier la manière dont nous investissons. Pirée est un port. La chaîne d'approvisionnement et la logistique représentent l'arrière-pays où nous pouvons investir, où nous pouvons prendre l'avantage, là où nous pouvons recourir à des outils comme la création de clusters et l'augmentation des volumes afin de générer des richesses. Mais l'impulsion donnée par la ceinture et la route aux entreprises chinoises à travers l'Europe a également ravivé les craintes quant à la portée du soft power de la Chine et à ses ambitions géopolitiques. Selon le Forum international des transports, les entreprises publiques chinoises contrôlent aujourd'hui environ 10% de la capacité des terminaux à conteneurs de l'Europe. La Commission européenne a déclaré qu'elle accueillait favorablement l'initiative « La ceinture et la route », avec quelques réserves toutefois. 2 questions majeures se posent et doivent être prises en compte. Premièrement, tous les projets financés par la Chine et d'autres pays doivent être économiquement et écologiquement viables. Deuxièmement, la course aux appels d'offres doit être compétitive et ouverte à tous. Nous ferons partie de ce projet à la seule condition que tous les investissements concrets soient raisonnables. D'autres questions vont au-delà de la simple mise en œuvre des investissements. Le fait que la Chine tente de diviser et de conquérir l'Europe par le biais de son initiative préoccupe tout particulièrement l'Union européenne. Certains pays d'Europe centrale, du Sud et de l'Est s'y intéressent parce que, contrairement à d'autres pays, ils ne se sont pas remis de la crise financière mondiale et veulent vraiment profiter de ces offres d'aide et de développement d'infrastructures. En bénéficiant de la ceinture et de la route, bon nombre d'entre eux pourraient virer de bord et adopter des mesures et poser des actions pour soutenir la Chine dans d'autres tribunes politiques. Sur des questions sensibles nécessitant un vote à l'unanimité au sein de l'UE, il suffirait à la Chine d'avoir, pour ainsi dire, un gouvernement sur 28 pour bloquer les résolutions communes dans un certain nombre de domaines. Que répondez-vous à ceux-là qui craignent qu'en s'alignant aussi étroitement aux entreprises publiques chinoises telles que COSCO, cela ne rende la Grèce dépendante ? La Grèce a besoin d'investissements, qui plus est d'investissements étrangers.
Alors qu'ils soient de Chine, d'Allemagne ou des États-Unis, ils sont tous les bienvenus. Rendons-nous à présent en Allemagne où le PDG de Siemens nous dira pour quelles raisons, selon lui, ignorer le projet La ceinture et la route est plus risqué que de s'y engager. Vous avez tout intérêt à prendre au sérieux une initiative qui couvre 70% de la population mondiale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bien perçue ou non. Si Pirée est le principal lien maritime entre la Chine avec l'Europe, le plus grand port intérieur du monde, celui de Duisburg en Allemagne est quant à lui au cœur de ses ambitions terrestres. Chaque semaine, des trains chargés de marchandises chinoises arrivent ici et sont intégrés à une chaîne logistique qui achemine des jouets, des vêtements et de l'électronique vers les consommateurs européens. Le réseau ferroviaire et fluvial de Duisburg a fait de la ville un port intérieur, une plaque tournante de l'industrie. Son histoire est fermement liée au charbon et à l'acier. Ces secteurs étant en déclin, le PDG du centre logistique de l'opérateur Duisport a décidé de s'associer à l'initiative dite La ceinture et la route. Tout est parti d'une ligne ferroviaire reliant le centre de production de Hewlett-Packard à la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Tout a commencé il y a au moins 6 ou 7 ans. Le premier train était un train spécial pour Hewlett-Packard à Duisburg. On y a donc vu l'opportunité de faire de cette plaque tournante le centre de distribution de l'Europe, de Duisburg à la Chine et vice-versa. Aujourd'hui, selon le Center for Strategic and International Studies, la valeur des marchandises qui transitent par voie ferrée entre la Chine et l'Europe a bondi, tout comme le nombre de services de fret. L'initiative La ceinture et la route étant l'un des principaux moteurs de cette évolution. La Chine veut porter à 50 la trentaine de trains hebdomadaires en provenance du pays pour Duisburg d'ici 2020. Elle souhaite également réduire le temps de trajet de la Chine à l'Allemagne à 10 jours ou moins, contre environ 12 actuellement. L'augmentation de la production industrielle dans ces régions du sud-ouest est venue renforcer la nécessité d'une voie d'accès plus rapide à l'Europe, notamment pour des villes comme Chongqing et Chengdu, qui sont éloignées des routes maritimes de la côte. Duisport, de son côté, recherche des projets dans des villes et des entreprises associées à l'initiative La ceinture et la route, afin de renforcer ses activités, tout en espérant des retombées pour sa ville d'origine. Nous avons construit des partenaires stratégiques, à l'instar de China Immersion Group, qui est l'un des plus grands groupes, et de Costco, avec qui nous sommes sur le point d'en conclure un autre. Tous ces groupes ont des intentions très concrètes. Bien entendu qu'une partie de ces partenariats consiste également à s'impliquer ici, à Duisburg. Vous avez développé cette relation avec vos homologues chinois et cela vous a valu d'autres opportunités en Europe. Nous avons des clients partout dans le monde. Nous nous devons de connaître où se trouvent les nouvelles routes commerciales afin d'optimiser nos chaînes de transport. Voilà pourquoi nous avons entrepris de construire, à 50 km d'Istanbul, un port ferroviaire avec Arkas, le plus grand groupe logistique de Turquie, ou encore pourquoi nous envisageons d'investir dans un autre à Trieste. Trieste, qui deviendra un port très important dans le cadre de l'initiative dite La ceinture et la route pour la liaison maritime et desservira le sud de l'Europe. Les chambres allemandes de commerce et d'industrie ont déclaré à Bloomberg que plusieurs membres ont conscience des avantages indirects liés à l'amélioration de la logistique qui découle de l'initiative La ceinture et la route. Cependant, seuls 30% d'entre eux estiment qu'ils peuvent en tirer un profit direct à ce stade. La prudence reste de mise. Seuls quelques-uns de nos principaux acteurs y prennent déjà part. Il me faut également mentionner le risque ou les plaintes liées à la procédure d'appel d'offres. Cette dernière, qui manque de modernité, n'est ni transparente, ni inclusive, ni non discriminatoire et ne respecte pas les normes en matière d'appel d'offres publiques. La Chine a beau insister sur le fait que cette initiative est ouverte à tous, qu'elle est transparente, la réalité sur le terrain est tout autre.
Nous n'avons aucune idée de l'emplacement du prochain projet et de la manière dont les concurrents pourront y participer. Si l'on souhaite que les entreprises allemandes et celles d'autres pays européens puissent y prendre part, il faut plus de transparence. Nous devons nous asseoir autour d'une table pour en discuter. Siemens est l'un des principaux acteurs allemands à avoir adhéré à l'initiative. En 2017, le conglomérat a généré plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine, soit environ 9% du total, et cherche à approfondir ses relations avec le pays. À l'instar de Duisport, le conglomérat trace de nouvelles voies pour sa croissance future après des temps difficiles. La transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables a entraîné un ralentissement prolongé de l'activité de Siemens dans le domaine des équipements pour centrales électriques, autrefois un fleuron de l'entreprise. C'est un défi structurel à relever. Pour y parvenir, nous devons innover et trouver de nouvelles pratiques commerciales, telles que l'initiative dite la ceinture et la route, à laquelle participent près de 90 pays dont la plupart ne disposent pas d'énergie durable, fiable et abordable. Autant d'opportunités à saisir. Ceux qui émettent des réserves au sujet de cette initiative affirment que certaines des entreprises chinoises avec lesquelles vous pourriez être amené à vous associer n'ont pas les mêmes niveaux en termes de gouvernance d'entreprise que les vôtres. Ils sont inquiets quant à la transparence et à la sensibilité de certaines entreprises chinoises face à des problèmes de corruption, par exemple. Êtes-vous prêt à vous exposer à de tels risques? Le jeu en vaut-il la chandelle? Il est tout simplement hors de question pour nous de payer un tel prix. Cela vaut pour toute économie et tout pays. Si la Chine veut jouer un rôle international, comme annoncé, elle devra se conformer aux normes internationales. En cas de déficit dû à un manque d'expérience, Siemens est le partenaire idéal. Car après l'avoir appris à nos dépens, nous sommes désormais aguerris. Pensez-vous que la Chine est un concurrent ou un partenaire pour l'économie européenne? Les deux. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être soit un concurrent, soit un partenaire ou je ne sais qui d'autre. On peut être l'un ou l'autre en fonction de la valeur que l'on peut apporter à un projet spécifique. La Chine a toujours eu une vision à long terme. Si l'Occident ne se ressaisit pas concernant sa manière de concevoir le libre-échange et d'interagir pour résoudre les problèmes, la Chine, avec ses 90 pays représentant 70% de la population mondiale, pourrait faire de la BRI la nouvelle organisation mondiale du commerce, OMC. Il faut donc rester très vigilant, car la plupart des transferts de pouvoir économique et politique dépendent du nombre d'habitants d'un pays. Vous avez tout intérêt à prendre au sérieux une initiative qui couvre 70% de la population mondiale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bien perçue ou non. Si une entreprise européenne peut réussir à tirer profit de l'initiative chinoise, c'est bien Siemens. L'infrastructure est dans l'ADN de l'entreprise et ses liens avec la Chine sont profonds. Mais ce succès dépendra des dirigeants européens et de leur capacité à persuader la Chine de conformer cette initiative aux normes commerciales occidentales. Pour de nombreuses économies et entreprises européennes, cette initiative peut offrir de nouvelles perspectives de croissance. Elle ouvre également la voie aux entreprises chinoises. Toutefois, comme ce dossier spécial de Bloomberg nous révélera, les arcanes du pouvoir en Allemagne, en France et dans l'ensemble de l'Union européenne s'opposent de plus en plus à cette initiative. La crise de la dette grecque a permis à la Chine de renforcer ses liaisons maritimes avec l'Europe via le port de Pirée. Cependant, il est plus difficile de convaincre les législateurs européens. Lorsque l'initiative dite la ceinture et la route a été présentée pour la première fois en 2013, l'Europe a manifesté un soutien très fort. La question de savoir comment les pays européens pourraient en bénéficier a suscité un vif intérêt. Toutefois, en 2017, une grande partie de cet enthousiasme a commencé à décliner. L'UE propose constamment à la Chine de la rejoindre. Et c'est encore plus évident pour certains États membres. Mais cela à nos conditions, dirons-nous, transparentes. Ce que la plupart des projets chinois, à l'exception de ceux financés par la BAII, ne respectent pas à l'heure actuelle.
Chinese projects, except those financed by AIIB, do not fulfill at present. L'Europe doit toujours défendre ses intérêts stratégiques. La Commission européenne s'efforce de renforcer le contrôle des investissements et de mettre en place une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union. Actuellement, moins de la moitié des États membres de l'UE disposent des règles permettant d'examiner les investissements directs étrangers. Notre priorité est de veiller à ce que tous ces projets potentiels soient sur un même pied d'égalité et qu'ils soient financés sur la base de la concurrence normale, comme c'est le cas ici en Europe. L'Union européenne est manifestement désireuse de renforcer la surveillance des investissements chinois. Quelle incidence cela aura-t-il sur l'initiative dite « la ceinture et la route » Nos États membres comprennent de plus en plus que, même si nous sommes ouverts aux investissements étrangers directs, nous devons savoir qui est-ce qui le fait et dans quel but. Des initiatives sont également prises pour limiter le vote à l'unanimité afin de réduire le droit de veto des membres, surtout concernant les questions politiques et les droits de l'homme. Nous avons été témoins des efforts déployés par la Chine pour acquérir une influence stratégique dans les pays grâce à son initiative, en construisant des infrastructures et en contribuant à l'aide au développement. Elle s'est ensuite servie de cette influence pour tirer profit de ses efforts internationaux ou pour s'aider sur le plan politique. La Grèce et la Hongrie, par exemple, grandes bénéficiaires des efforts de la Chine dans le cadre de son initiative La ceinture et la route, se sont mobilisées pour bloquer une déclaration de l'UE qui dénonçait la Chine et la mer de Chine méridionale. L'UE est également consciente des investissements croissants de la Chine dans les Balkans occidentaux et les pays du partenariat oriental. Elle lui a proposé d'adhérer à un réseau transeuropéen de transport réalisé, je cite, à l'européenne. Parallèlement, les constructeurs d'infrastructures tels que China Communication Construction Company et ses filiales continuent de conclure des accords dans ces régions. Dans une rare interview accordée à un média occidental, le président de la CCCC, Liu Qitao, a déclaré à Bloomberg qu'en dépit d'une surveillance plus stricte des investissements chinois, il voit du potentiel en Europe. Nous avons des principes dans le choix des investissements. Le projet doit respecter les normes les plus strictes en matière de protection de l'environnement et contribuer au développement économique et social du pays, ainsi qu'aux moyens de subsistance de la population. Nous avons été confrontés à des changements de gouvernement. Ceux-ci mettent nos projets en attente et les examinent à nouveau. Tant qu'ils sont bons pour le pays et profitables à tout le monde, nous irons de l'avant. Certains médias ont des points de vue différents, dus, selon moi, à un manque de compréhension. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas officiellement approuvé l'initiative dite « la ceinture et la route ». Elle fait état de craintes concernant la transparence du processus d'appel d'offres et les questions environnementales. Ces inquiétudes sont-elles justifiées ? La promotion de la compréhension mutuelle est essentielle et, à cet égard, il nous faut travailler avec les entreprises des pays occidentaux, notamment celles d'Europe. La transparence s'accroîtra à mesure que nous renforcerons notre coopération. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous collaborons avec l'Europe sur de nombreux projets. Je suis curieux de savoir comment vous réagissez aux allégations de corruption et de fraude qui ont été formulées à l'encontre de votre entreprise et de certains de ces projets relatifs à l'initiative La ceinture et la route. Nous ne tolérons pas la corruption, car nous savons que ce type de pratique ne contribue pas au développement durable de l'entreprise. En tant que société cotée en bourse, nous sommes soumis à la surveillance du marché. En cas de corruption, l'entreprise est fichue. Nous sommes très clairs là-dessus. Les détracteurs de l'initiative n'ont de cesse de dénoncer le manque de transparence de certains projets, le refus d'embaucher une main-d'œuvre locale plutôt que chinoise et, enfin, le fait que plusieurs de ces projets laissent le pays lourdement endetté vis-à-vis de la Chine. Y a-t-il une part de vérité dans cette critique ? Dans l'ensemble, la situation deviendra plus transparente à mesure que l'initiative progressera. Pour ce qui est de l'augmentation de la dette, certains pays ont des emprunts relativement plus élevés. Cela ne devrait pas être inquiétant tant que l'économie du pays se développe suffisamment pour l'absorber. Il est important de s'assurer que les projets financés par la dette sont bénéfiques au développement économique du pays. Il va de soi que les pays développés doivent offrir une aide financière aux pays qui ne disposent pas de capacité de développement.
Quant à la main-d'œuvre, mon taux de travailleurs étrangers est actuellement d'au moins 1 pour 10. Dans mon entreprise, on emploie un Chinois pour 10 étrangers. Le coût de la main-d'œuvre d'un employé chinois est beaucoup plus élevé que celui d'un employé autochtone. De nombreux pays en développement rattrapent encore leur retard et ont une main-d'œuvre moins chère que la nôtre. Raison pour laquelle, du point de vue de l'entreprise, nous tenons à localiser autant que possible, à embaucher du personnel autochtone et à faire moins appel à des Chinois. Je ne peux pas prétendre qu'il n'y a pas de problème ou que nous sommes parfaits, mais la réalité est tout autre que celle que les gens présentent. Tout ceci est juste dû à un manque de compréhension. Pour l'Europe comme pour la Chine, le potentiel d'opportunités commerciales autour de l'initiative dite « la ceinture et la route » est considérable. Mais trop souvent, le manque de transparence suscite des inquiétudes alimentées par le fait que plusieurs des grandes entreprises chinoises impliquées sont des entreprises publiques. La Chine doit comprendre que sa conception de l'initiative dite « la ceinture et la route » n'est pas nécessairement la même que celle des autres pays. Cette initiative revêt une telle importance pour le pays que le président Xi Jinping en a fait son programme international phare. Elle figure désormais dans la constitution chinoise. La communauté internationale devrait examiner cette initiative afin de déterminer sur quel point les pays peuvent envisager un partenariat avec la Chine et sur quel autre point les normes internationales si chères à notre cœur doivent être préservées et respectées ou pas. Nous devons présenter des propositions alternatives crédibles afin de maintenir ces normes élevées, d'assurer la transparence et la durabilité des projets et le respect des normes de travail et d'environnement. Les dirigeants européens s'efforcent de rester réceptifs aux possibilités offertes par l'initiative chinoise dite de « la ceinture et la route », mais il est clair que pour obtenir le soutien total de l'UE, Pékin devra passer de la théorie à la pratique, notamment en ce qui concerne les questions de transparence, de durabilité et d'ouverture à tous. Certaines entreprises européennes lorgnent avec avidité sur les dividendes, mais il faudra probablement attendre encore des années. Je suis Tom Mackenzie, merci de nous avoir suivis.